Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Le Fil Rouge, l'émission de décryptage de l'actualité syndicale, politique de l'UGICT CGT. Je suis en compagnie ce soir de Denis Gravouille, bonsoir, Bonsoir. secrétaire confédéral en charge notamment de la protection sociale et spécifiquement des négociations sur l'assurance chômage. C'est ça. Et également Emmanuel Lavignac, donc membre de la direction de l'UGICT au secrétariat national et également en charge des négociations chômage. Bonsoir. Alors, vous l'avez compris, ce soir, on va parler de l'assurance chômage. C'est la sixième annonce de réforme, négociation, on ne sait pas trop, depuis 2019. Eh bien, on nous demande désormais aux organisations syndicales de négocier à nouveau autour de nouvelles économies. Donc là, on parle aujourd'hui de 400 millions d'euros d'économies qui sont demandées à l'assurance chômage et notamment en ciblant spécifiquement les ruptures conventionnelles. Donc c'est de ça qu'on va discuter ce soir. On va se poser des questions. Est-ce que ces réformes, elles sont indispensables pour des raisons budgétaires? Quels sont les discours qui nous sont donnés par le patronat notamment sur le retour à l'emploi? Est-ce que le chômage, ça pousse à l'oisiveté ou au contraire, est-ce que ça protège les gens de la pauvreté? Eh bien, on va discuter de tout ça ce soir, mais avant, je vais laisser l'introduction à la régie. Alors, on va commencer sur ce qu'est une négociation, parce que quand on regarde un peu l'actualité, on peut avoir l'impression que c'est à l'Assemblée nationale que ces choses-là se décident. On vient de sortir du projet de loi de finances, de la sécurité sociale et du budget de l'État, et pourtant, on est en train de parler de nouvelles coupes budgétaires. Donc, en fait, il y a des choses qui se négocient, si j'ai bien compris, en dehors de l'Assemblée nationale et des temps parlementaires budgétaires. Alors, est-ce que peut-être Denis Gravouille, vous pouvez nous éclairer un peu sur le fonctionnement des négociations entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés? Oui, alors, les négociations assurance chômage, il y a une sorte de délégation par le code du travail aux organisations représentatives, patronales et syndicales. Certains appellent partenaires sociaux, mais nous ne sommes pas partenaires avec le MEDEF. Donc, en gros, les cinq confédérations représentatives, donc CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC, et les trois patronales, MEDEF, CPME et U2P, ont une délégation pour négocier. Alors, c'est une négociation avec un gros fil à la patte, surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait voter en 2018 une loi qui fait que les négociations sont convoquées par une lettre de cadrage extrêmement contraignante. Et ces lettres de cadrage, en fait, elles ont réclamé à chaque fois de faire des baisses de droits sur les droits des chômeurs. Et puis, comme il n'y avait pas d'accord, ça s'est traduit par des décrets, une batterie de décrets depuis 2019 qui ont baissé les droits. Bon, on en a empêché une partie en faisant des recours au Conseil d'État et par différentes luttes pour certaines catégories, intermittents du spectacle, marins-pêcheurs, dockers, ou les ressortissants des dom-tom, ou les travailleurs des remontées mécaniques, donc qui sont concernés par le chômage saisonnier. Mais globalement, il y a eu des baisses de droits. Pendant des années, c'était des baisses de droits pour les travailleurs précaires qui se retrouvaient au chômage après des fins de CDD, de missions d'intérim. Puis maintenant, ils sont passés à l'attaque contre les baisses de droits pour tout le monde, en raccourcissant, par exemple, en 2023, la durée d'indemnisation de 25% pour tous ceux qui ont été licenciés, par exemple, ou qui ont eu une rupture conventionnelle. On va y revenir. Bon, la dernière lettre de cadrage, elle était tombée cet été, au mois d'août, le 8 août, en plein milieu des vacances. François Bayrou, ne pas regretté du tout, avait sorti une lettre de cadrage qui réclamait 4 milliards d'économies. 4 milliards, ça voulait dire 10% de baisse globale des dépenses d'assurance chômage. Ça voulait dire, sur 2 400 000 personnes qui sont indemnisées, il y en avait 1 million qui étaient plus du tout indemnisées ou qui étaient beaucoup moins bien indemnisées. C'était ça que ça traduisait. Alors, ça voulait dire des jeunes, par exemple, pour lesquels le seuil aurait été remonté, ou des personnes licenciées en CDI qui auraient eu des fins de droit qui arrivaient plus tôt. Hein. Voilà, donc plutôt au RSA, plutôt aux allocations aux minima sociaux, dans le meilleur des cas. Donc là, on est dans un autre contexte, c'est que cette lettre de cadrage, on est en train d'en avoir la peau, enfin elle plane toujours comme une menace, mais le gouvernement dit, bon alors c'est pas 4 milliards, mais c'est 400 millions d'euros d'économies, si vous trouvez un accord, sinon nous on fera un montant d'économie peut-être supérieur.
Alors, juste une question, quelle est la légitimité du coup démocratique de cette lettre de cadrage? Parce que c'est hors des discussions parlementaires sur le budget. Alors, c'est hors, mais c'est dedans quand même, pour une raison. D'abord, c'est bon, c'est dans la loi, hein, malheureusement, ça a été voté en 2018 à l'époque de la Macronie triomphante, où ils avaient une majorité, où ils ont voté cet encadrement extrêmement, précis. Bon, après, c'était pas non plus la panacée non formidable, hein. Les négociations d'avant, ça a été aussi des dures luttes, avec envers le patronat ou les signataires. Mais bon, en tout cas, on a réussi à empêcher, que ça aille encore plus loin. Mais dans les comptes de l'assurance chômage, alors l'UNEDIC, qui est l'organisme, on a un peu oublié parce que en 2008, il y a eu la création de Pôle emploi qui est devenu France Travail. Et donc, une personne va à France Travail. Avant, on allait à la NPE pour s'inscrire, qui était un service d'État, et on touchait une allocation en allant aux ACEDIC. Et Mhm. tout le monde savait ce que c'était que les ACEDIC pour avoir droit à son allocation chômage. Maintenant, on a juste oublié que les ACEDIC ont été fondus dans France Travail, mais l'UNEDIC existe toujours. C'est toujours l'organisme qui est chargé de gérer les règles d'assurance chômage et les définir à travers des négociations très encadrées. Et donc, voilà, donc c'est pas dans la sécurité sociale, par exemple. L'UNEDIC a été créé en 58 en dehors de la sécurité sociale, Mhm. évidemment pour ne pas le mettre dans la Sécu qui est l'héritage du CNR et qui a été créé Mhm. avec le ministre Ambroise La, Croizat. la CGT s'y opposait d'ailleurs à Voilà. l'époque. Bon, mais il n'empêche que les comptes de l'UNEDIC sont considérés comme les comptes de la sécurité sociale, comme des comptes publics au regard des normes internationales et notamment européennes, dans le pacte de stabilité, comme ils appellent. Donc, du coup, ce n'est pas inclus dans le projet de loi de finances ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais ça fait partie quand même du déficit public, s'il y a un déficit de Mhm. l'assurance chômage ou autre. Donc évidemment, il y a une pression du gouvernement, Mhm. et comme il est plutôt favorable au patronat plutôt qu'aux salariés, eh bien, plutôt que de dire, bah, tiens, on va trouver des nouvelles recettes, on va plutôt baisser les dépenses, donc Mhm. retirer les droits à l'assurance chômage. Donc c'est un organisme de droit privé, Ouais, c'est une association mais 1901, mais qui gère d'accord. 40 milliards de, de recettes à distribuer à 90% pour les allocations chômage. Et il y Mhm. en a un gros volume, c'est officiellement 11%, en réalité c'est plutôt 14%, qui est pompé pour financer France Travail. Et c'est une proportion beaucoup trop importante. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Emmanuel Ben Lavagnac? oui, oui, il y a aussi, ce qui est important, donc effectivement, on se dit: «Mais est-ce que ça fait partie du budget ou pas?» Mais effectivement, le budget de l'État, ça joue sur, ces négociations, qui sont en cours aujourd'hui à l'UNEDIC. Tout simplement parce qu'au début, l'UNEDIC, la gestion des allocations chômage était vraiment paritaire. C'est-à-dire que c'était entre les organisations patronales et syndicales que ça se négociait plus ou moins. En tout cas, c'était la volonté 1958. Depuis que les cotisations, salariales ont disparu, qui ont été remplacées par la CSG, d'activité, l'État s'arroge le droit de dire: «Bon, bah, à partir du moment où moi je suis garant un petit peu de ce budget-là, à partir du moment où la CSG est un impôt, donc ça rentre dans le budget de l'État, bah, j'ai le droit d'avoir un droit de regard». Et au fur et à mesure, bah, l'État, a pris le dessus et le pouvoir sur, la négociation paritaire, on peut quand même utiliser encore un peu ce terme-là, et aujourd'hui de dire: «Bah, je vais faire une lettre de cadrage», et dans ces lettres de cadrage qui sont imposées, donc la dernière, c'est celle qu'a mis, le ministère du Travail, Farandou, c'est de dire, on va aussi parler des paramètres, c'est-à-dire que je vais vous donner un objectif financier. C'est-à-dire que vous avez le droit de discuter, entre vous, OK, c'est votre sujet, le chômage, mais en attendant, moi je vous dis que vous devez faire, et là, c'est 400 millions d'économies, et si vous n'arrivez pas à cette négociation-là, ben moi, à la fin, je ferai un décret, j'agirai et je prendrai l'argent, en gros, hein. Donc c'est une Mhm. forme, aujourd'hui, de négociation, si tu veux, avec toujours une espèce d'épée de De fusil Damoclès sur la au-dessus de la tempe. tête, et voilà, et un détournement, finalement, pour nous, de ce qu'on pense que, normalement, devrait être une vraie démocratie sociale. Oui, donc on n'est plus tout à fait dans la gestion paritaire, au C'est ça, sens où nous, c'est on ça. l'entend. Surtout que l'épée de Damoclès, elle n'est pas au-dessus de la tête de tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord pour baisser les droits, Mmh. il y aura une baisse des droits faite par le gouvernement. Bah, le Mmh. patronat,
c'est formidable. C'est-à-dire qu'en gros, on joue un match, il y a 2 équipes, le patronat et les syndicats et puis, si on se met pas d'accord, c'est pas un match nul, bah, c'est le patronat qui gagne. C'est Mmh. ça. Voilà, c'est Donc on sort désavantagé dans les ouais, négociations en voilà. cours. On a Et l'arbitre contre nous. C'est Et ça. en plus de ça, vous avez plus tous les leviers, justement avec, la CSG, vous avez plus tous les leviers de cotisation que vous pouvez baisser ou ajuster en fonction du contexte économique ou du taux de chômage. Oui et puis c'est d'autant plus paradoxal, c'est qu'en plus l'argument, c'est de dire: «Mais c'est très, très bien, on a baissé les cotisations salariales, donc les salariés sont contents, ça leur fait un net plus intéressant», alors qu'ils ont quand même une CSG, hein. Mmh. Et effectivement, et puis surtout ça donne au patronat, l'occasion de jouer un petit peu au Calimero, c'est-à-dire de dire: «Ah mais attendez, moi les cotisations patronales, vous me l'avez augmenté de 30 à 40 c'est nous, entre guillemets, «c'est nous qui payons». Alors que non, c'est le travail c'est sur le travail que c'est pris tout ça. Mais Mmh. donc effectivement, ça leur donne à la fois, comme l'a dit Denis, c'est que, finalement le gouvernement ça arrange que le gouvernement, ça arrange le patronat que le gouvernement réquisitionne et fasse des économies sur le dos des chômeurs puisque lui, pour le coup, c'est très, très bien quoi, tu vois? Mmh. Donc, on touche pas ses cotises. Donc oui, c'est un détournement je répète, hein, la vraie gestion paritaire telle qu'elle devrait être. Alors justement, venons-en à ces, économies, donc 400 millions d'euros, d'économies supplémentaires, sur, l'assurance chômage. Qu'est-ce qui vous a été annoncé? Est-ce qu'il y a eu des annonces déjà ou des pistes du gouvernement? On parlait des ruptures conventionnelles en introduction. Comment il compte s'y prendre concrètement et comment vous, vous faites dans ces négociations pour savoir, bah, c'est quoi les pistes envisagées par le patronat? Est-ce qu'il avance tout droit avec des pistes, actées ou comment ça fonctionne? Alors, les négociations, elles se déroulent à l'UNEDIC et donc, bah, il y a les représentants du patronat, les 3 organisations patronales et puis les 5 confédérations représentatives dans le champ salarié. Bon, déjà, elles se déroulent à l'UNEDIC, hein, parce qu'il fut un temps où c'est des négociations au MEDEF et autres. Bon, là, on continue de réclamer à ce que la présidence tourne, par exemple, hein, comme nous on le fait. Bon, on se retrouve parfois un peu seul à la réclamer du côté syndical. Mais bon, on finira par y arriver, à faire en sorte que ces négociations soient présidées alternativement par des syndicats de salariés ou des syndicats d'employeurs. Mais donc là, le contexte, c'est que a priori, le gouvernement n'irait pas sur la lettre de cadrage qui réclame 4 milliards, mais qui dirait trouvez-moi 400 millions d'euros d'économies sur un thème, les droits à allocation chômage après une rupture conventionnelle. Il faudra qu'on revienne dessus parce qu'on croit qu'on va remettre en cause le code du travail sur la rupture conventionnelle, mais non, on est en train de remettre en cause les droits à l'assurance chômage une fois qu'on a eu une rupture conventionnelle, ce qui n'est pas la même chose. Mmh. Et donc ces négociations, bah, elles se passent en théorie sur ce point-là et sur un autre point qui était un engagement de négociation qui était signé l'année dernière, qui concernait la façon dont on encadre le recours au contrat court, au CDD de moins de 3 mois. Parce que ça, c'est une grosse masse de ceux qui arrivent à l'assurance chômage. En fait, on croit que l'assurance chômage, c'est surtout des gens qui ont perdu un CDI, qui ont été licenciés ou qui ont eu une rupture conventionnelle, justement. En fait, c'est un peu moins de la moitié. La très grosse moitié de gens qui sont indemnisés par l'assurance chômage le sont après des contrats précaires, des Mmh. contrats en CDD, des CDI, des CDD, des missions d'intérim, pardon. Donc c'est très important. Enfin, et encore, il y a beaucoup de gens, notamment des précaires, qui sont en dessous du seuil, qui n'arrivent pas à ouvrir de droit. Hein. Juste un petit aide-mémoire, il y a plus de presque 8 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail maintenant qu'on a rajouté presque 2 millions de personnes avec les allocataires du RSA. Mais même avant, 6 millions, 6 millions et demi, eh bien, 6 millions et demi de gens inscrits, 2 millions 4 seulement, donc entre 3 et 4 sur 10 qui sont indemnisés par l'assurance chômage seulement. Et parmi ceux-là, la moitié, et même un peu moins de la moitié qui se le sont après avoir perdu un CDI, et la plus grosse moitié qui le sont après des successions de CDD. D'accord, donc l'emploi d'un côté se précarise et du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont dans ces contrats courts, ces missions d'intérim. Aujourd'hui, vous avez des boîtes qui tournent entièrement, Ouais, on a un chiffre qui a été relevé par des universitaires. Il faut atteindre l'âge de 28 ans en moyenne pour atteindre son premier CDI. C'est ça. C'est significatif de la mmh, précarité de beaucoup de jeunes, y compris des jeunes diplômés qui peuvent se retrouver à être ingénieurs cadres techniciens qui mettent des années à trouver un emploi stable. ouais. D'ailleurs, on a
un des éléments de réponse pour plus tard sur qu'est-ce qui cause le déficit de l'Unédic. J'imagine que tout ça, ça a un impact évidemment, la précarisation et la généralisation des contrats courts. Entre autres, mais il y aura plein d'autres explications. C'est un teaser pour que vous restiez jusqu'au bout. Justement, tu parlais, enfin tu parlais des ingénieurs cadres techniciens, Oui. le fait qu'on rentre le plus tard aujourd'hui dans la vie active parce qu'on fait des études, tout simplement, et aussi parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est avec ses contrats courts. Comment vous analysez à l'UGIC CGT, donc la CGT des ingénieurs cadres et techniciens, ces annonces qui sont faites et cette négociation sur l'assurance chômage? Alors déjà, dès le début de la négociation, tout de suite, rien qu'en regardant ce que le patronat avait demandé comme chiffrage à l'Unédic, c'est-à-dire, ils demandent, voilà, les allocations chômage, combien est-ce qu'il y a d'allocations chômage, le poids, et cetera. Est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées, des jeunes, et en fait, les jeunes sont très ciblés. Le patronat, clairement, a souligné que, notamment et ce qui est vrai d'ailleurs, hein, sur les contrats courts, c'est majoritairement des jeunes pour toutes les raisons que tu viens de dire, hein. C'est-à-dire que déjà on a de plus en plus de jeunes diplômés, donc pour ceux qui rentrent tardivement sur le marché du travail, 90 des contrats sont des CDD en fait au début, hein. Après majoritairement, on a des CDI, en France, puisque c'est la forme générale, le contrat durée indéterminée, la forme de contrat général en France, mais les CDD, c'est vraiment on va dire, le rite initiatique. On commence par des CDD, donc il y en a de plus en plus. Et puis, ils ont aussi ciblé, parce que la première réunion, c'était quand même ça, c'était sur les ruptures conventionnelles. Et les ruptures conventionnelles, ils ont trouvé un chiffre, c'est que majoritairement, il y a deux âges où les gens font des ruptures conventionnelles, c'est de 25 à 36 ans, ok, en gros, et à 59 ans. Alors, pas 60, pas 62, pas 58, à 59 ans. Et donc les jeunes diplômés, ils ont remarqué aussi que dans les ruptures conventionnelles, les jeunes diplômés leur en demandaient plus. C'était plus ou moins eux qui avaient qui sollicitaient ou qui subissaient une rupture conventionnelle. Donc ça, c'était bien mis dans leur petit chiffrage et les documents qu'ils ont donnés, c'était bien en gras. Donc on a tout de suite compris, nous, que ça allait être visé, les jeunes diplômés. Ce qui est complètement, d'ailleurs, très injuste, parce que en ce qui concerne la rupture conventionnelle, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les jeunes diplômés, on les imagine dans l'encadrement, ingénieurs, mais des fois, vous avez des jeunes diplômés qui sont pas du tout, qui sont précaires et étant donné que les qualifications ne sont pas reconnues, sont sur des emplois qui ne respectent pas c'est pas parce qu'ils sont bac+5. Vous en avez plein dans les centres d'appel, vous en avez plein chez les employés, hein, ce qu'on appelait avant les intellos précaires. Donc jeunes diplômés, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a bien vu qu'ils ciblaient ça. Et l'idée, c'est donc de dire que tous ces jeunes diplômés sont un peu, ils profitent en fait, Ouais. qu'ils font des ruptures conventionnelles, où ils reprennent après un contrat court, ils utilisent un peu le chômage avant d'en prendre un autre. C'est un espèce de chômage choisi. Oui, parce que Et pour faire passer politiquement tout ça, pour ils faire véhiculent passer, tout un voilà, stéréotype. voilà. Et on sent bien qu'il y a, alors dans leur piste de travail, c'était ta question au début, qu'est-ce qu'il y a comme piste de travail pour faire des économies? Alors ils nous ont sorti, on attend un petit peu la suite. Là, on est sur les ruptures conventionnelles. Il y a une deuxième partie de la négociation qui sera sur les contrats courts. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer exactement. Mais sur les ruptures conventionnelles, c'est clairement de baisser les allocations chômage au bout de 7 mois, des gens pour le coup qui sont plutôt, on va dire, aisés normalement, qui ont des salaires qui sont autour de 4 000 €, des choses comme ça, qui se retrouvent au chômage. Et donc, il y a déjà une dégressivité pour cette population-là de 30%, la descendre à 50%. Essayer aussi peut-être de réduire la durée d'indemnisation, et puis Le d'autres seuil d'accès. de durcir l'accès. Bon, on sent qu'il y a une population là, si on va dire les jeunes diplômés qui sont rentrés en emploi, qui ont eu un CDI, qui signent une rupture conventionnelle, qui sont en début de carrière peut-être d'ingénieurs, des choses comme ça, de les pousser à pas rester longtemps ou pas profiter du chômage. On a bien vu ça. Alors, juste une question, après je vous laisserai compléter. Je vais vous tutoyer d'ailleurs. Ouais, Je je tutoie Oui, dans je t'en prie. dans ce Twitch. Je sais pas pourquoi je vous vois, c'est les codes de Twitch. Comment on abuse d'une rupture conventionnelle? Parce qu'il y a aussi tout ce discours-là. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, voilà, il y a la fainéantise des chômeurs, mais en plus, ce qui justifie cette réforme, et quand on entend le gouvernement ou le patronat, c'est que
il y aurait un abus et il cite pas qui abuse. Mais quand on est Mmh. salarié, on peut pas abuser d'une rupture co, parce qu'a priori, il faut l'accord de l'employeur. Absolument. Donc Mais voilà. je vais, juste une toute petite précision parce que pour bien comprendre, on était censé négocier sur 2 thèmes. Mmh. Là, normalement, c'est une négociation réduite où on devait parler des droits assurance chômage après rupture conventionnelle et de la façon dont on recourt au CDD et en gros, les employeurs recourent au CDD. Mmh. Et là, le patronat est arrivé, le MEDEF qui est revenu aux négociations auxquelles ils n'étaient pas au tout début pour dire: «Faut tout remettre par terre» et là, on a juste le mois de février, on a 3 semaines pour tout renégocier l'assurance chômage, c'est-à-dire le seuil d'ouverture de droit. Si tu le remontes, tu vires des précaires qui sont en dessous du seuil. Il est à 6 mois, il a déjà été durci. Et si tu passes à 8, bah, tu sors des gens. La durée, donc en tapant sur la dégressivité des allocations, en tapant sur la durée totale pour tout le monde, voilà. Euh, Évidemment, remettre sur le tapis le régime des intermittents du spectacle que je connais bien, et ils savent que c'est une obsession par rapport à ça depuis les années 80-90 au Mmh. patronat, et plein d'autres paramètres comme ça sur lesquels il faudrait voir. Donc il y a vraiment une volonté de bordéliser le sujet. On nous demandait déjà, et c'est déjà ardu, on a d'autres propositions que de baisser les droits sur une petite partie. Là, ils veulent tout remettre en cause. Donc ça, on va déjà voir ça. Et puis pour commencer à répondre à la question sur les ruptures conventionnelles. Alors, juste un rappel. La loi de 2008 a été demandée par le patronat. Elle a demandé au gouvernement Fillon à l'époque de sortir un nouveau motif de rupture de contrat de travail, Mmh. qu'on appellerait une rupture conventionnelle qui serait censée être à l'amiable, ce qui est déjà un peu bizarre, parce que normalement, les droits au chômage, c'est quand tu es au chômage de façon involontaire, fin de CDD ou rupture de CDI. Euh, Nous, on est contre. Hein. Nous, on pense qu'on devrait avoir des droits au chômage quel que soit Toujours, oui, le sujet, démission. tu démissionnes, tu devrais avoir Mmh. droit au chômage. Mais normalement, après une démission, tu n'as pas le droit aux allocations chômage, sauf des cas de démission légitime, genre tu suis ton conjoint qui est Mmh. muté ailleurs, ou ta conjointe. Mais donc, il crée par la loi un motif de rupture conventionnelle, et clairement, le patronat l'avait dit, et ça continue à être le cas quand ils la défendent, ça leur sert d'éviter des prud'hommes, ça leur sert à éviter des prud'hommes des salariés qui vont leur coller un prud'homme pour une rupture, un licenciement abusif. Et donc là, on négocie en fait aux conditions du Donc ça patron. sert à éviter les conflits. Voilà, Voilà. ça sert à éviter les conflits pour le patronat. Mmh. Parce qu'en fait, les 2 tiers des gens qui partent avec une rupture conventionnelle, ils ont des indemnités qui sont les mêmes que celles qu'ils auraient eues avec un licenciement économique. L'indemnité légale. Voilà. L'indemnité légale, point c'est tout. Et il y en a un tiers qui arrive à négocier une indemnité un peu meilleure. Et ce tiers-là a déjà une restriction, puisqu'il existe déjà depuis 2014 un différé spécifique, c'est un terme barbare pour dire un délai De carence. supplémentaire entre le moment où le contrat est rompu et le Mmh. moment où le premier jour de ton indemnisation chômage. Et ce qui peut monter déjà jusqu'à 5 mois pour les ruptures conventionnelles. Ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire que pendant 5 mois, tu n'as pas d'allocation chômage, bah, tu dépenses ton indemnité de rupture conventionnelle. Donc voilà, Donc tout ce que tu as négocié, en fait, au exactement. final, ça part dans ce délai de carence. Voilà. Et donc, une des pistes qui est dans l'air, ce serait de rallonger ce délai, donc encore plus te priver d'allocation chômage. Mmh. Il y a une autre piste qui est encore plus grave, qui serait de mettre un différé pour ceux qui ont eu que l'indemnité légale, c'est-à-dire des gens Intégré. qui se retrouveraient, en gros, tu te ferais licencier, mais on appellerait ça une rupture conventionnelle, et tu perdrais quand même des droits au chômage. Parce que Mmh. la vérité, c'est que déjà, il faudrait faire le bilan, et c'est ce qu'on réclame, de la loi sur les ruptures conventionnelles, puisque le patronat en use et en abuse. Et maintenant, on vient nous dire que ce sont les salariés qui en abusent. Mais la vérité, c'est que nous, nos permanences, dans les unions locales, dans les syndicats, on a des gens qui viennent nous voir pour nous dire: bah, mon patron me fout dehors, est-ce que je peux accepter une rupture conventionnelle? Bah, on lui dit évidemment, il vaut mieux une rupture conventionnelle malheureusement qu'une démission. Parce qu'une Mmh. démission, tu n'as pas Oui. droit au chômage. Une rupture conventionnelle, si tu arrives à négocier une rupture conventionnelle, eh bien, tu as au moins le droit aux allocations chômage, même avec le différé dont on vient de parler. Et donc là, il y a quand même un risque, si on change les règles des allocations chômage pour les personnes qui ont signé une rupture co, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour eux, hein, je parle pour le patronat, de se tirer une balle dans le pied, dans le sens où pour les salariés, ça va être du coup beaucoup moins intéressant de signer ces ruptures conventionnelles. Et j'ai l'impression dans ce que tu racontes qu'il y a aussi dans la rupture co une solution
alternative pour les entreprises à d'autres formes de rupture du contrat de travail, comme le licenciement économique ou le licenciement pour faute, qui peut être contesté au niveau du Conseil des prud'hommes. Oui, alors, les licenciements économiques, le patronat, il s'en sert beaucoup. Des licenciements autres, des licenciements pour faute, licenciements pour inaptitude et autres. On a plein de motifs de licenciement. C'est déjà très, très souple, hein. Donc, ça a été Mm. largement assoupli en plus avec les différentes réformes du Code du travail, notamment depuis Macron. Et en plus, avec des barèmes au prud'homme qui te permettent de calculer combien tu vas payer. Donc, tu n'es pas condamné sauf si tu arrives à prouver que c'est un licenciement complètement abusif. Donc, ça a fait baisser le recours au prud'homme. Tout ça a été totalement favorable au patronat. Bon, mais c'est encore trop pour le patronat, parce que le licenciement économique, il y a quelques règles. Donc, ils ont inventé les ruptures conventionnelles collectives, ils ont inventé différents éléments. Donc, c'est évidemment beaucoup plus facile de gérer des départs individuels avec des ruptures conventionnelles. Mm. Et même si, en fait, nous, on pense que la majorité des ruptures conventionnelles sont des licenciements déguisés, ça leur évite des prud'hommes, ça leur évite des problèmes. Et Mm. puis, ils le vendent aux salariés en disant C'est pour ton bien. c'est pour ton bien. Mm. Voilà. Alors justement, on parlait de 2 tiers des ruptures co où en fait on est sur le niveau minimal, mais il y a ce dernier tiers restant où ils arrivent à négocier davantage. Il me semblait avoir lu quelque part que c'était plutôt du côté des ingé 4 tech, justement, des catégories, des salaires plus élevés, où on arrivait à négocier cela. À l'UGICT, comment vous appréciez cela? Bah, déjà, il y a 2 choses. Il y a une fausse idée de se dire que les ruptures conventionnelles, c'est majoritairement justement les ingénieurs CAD-Tech qui les, mettent en place ou qui les subissent. C'est pas vrai, ce sont les employés en réalité, Mm. en chiffres. Par contre, ce qui gêne, le gouvernement, en recherche d'économies et le patronat derrière, c'est que par contre un ingé CAD-Tech, il gagne quand même un peu plus qu'une personne au SMIC. Donc, quand il négocie sa rupture conventionnelle, il y a l'indemnité légale de licenciement, et puis voilà, il en demande peut-être un peu plus. Enfin, en tout cas, ça pèse plus lourd tout simplement au niveau indemnité chômage. Donc, en Mm. fait, c'est pour ça qu'il les vise. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a quand même une aberration sur le début enfin moi, pour ma part, sur le début de cette négociation que je trouve hallucinant. C'est comme tu le dis, hein, c'est très bizarre de vouloir supprimer un dispositif que le patronat a mis en place, qui évitait des conflits, qui évitait, alors pas licenciement économique, oui, mais le licenciement économique, à la limite, ils utilisent déjà un autre système qui est la rupture conventionnelle collective, hein, qui font plus de PSE, ils font des RCI maintenant, mais ça a remplacé le licenciement effectivement un peu individuel, ce qu'on appelait avant autre Alors, situation, PSE, c'est des plans de le licenciement, plan en de gros, licenciement. Ouais. et RCI, les ruptures Conventionnel, conventionnelles individuelles, collectives. collectif du coup, je dis Oui. RCC. Et mais en fait, alors l'argument du patronat, c'est de dire: «Oui, oui, mais en fait, ça remplace les démissions». Non, ça n'a pas changé le chiffre des démissions. C'est vraiment effectivement une autre, façon de quitter un emploi en général quand il y a un problème, un vrai problème de souffrance au travail, en fait, et que c'est très compliqué pour le salarié à gérer puisque le patron n'a pas envie non plus de licencier parce qu'il veut pas faire une suppression de poste, parce que c'est compliqué de rembaucher quelqu'un et que donc il laisse pourrir une situation. C'est ce qu'on imagine et ce qu'on voit aussi, effectivement dans nos unions locales. Et du coup, jusqu'à ce que la personne finisse par craquer, arrêt maladie et un jour rupture conventionnelle. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'il veut supprimer ce truc-là? C'est bien pour ça. Moi, je pense que cette négo, elle cache quelque chose derrière, hein, qui n'est pas ni la rupture conventionnelle, ni le contrat court. Et on en a la preuve il n'y a pas longtemps, puisque est sorti quand même que le patronat voulait mettre un CDI jeune. Je pense qu'il y a une volonté, et ils ne s'en sont pas cachés, hein, quand même, à notre dernière réunion, de dire qu'ils voulaient faire un travail. Ils veulent revoir, je pense vraiment, pour le coup, ça dépasse la convention chômage et l'indemnisation des chômeurs, revoir vraiment de nouveau le code du travail, les lois travail. Et ils savent très très bien que la loi travail, quand même, 2016-2017, moi je me rappelle, il y a eu un sacré mouvement social, hein. Donc Oui, oui. c'est compliqué de l'annoncer comme ça. Je pense qu'ils lancent des pistes. Le CDI jeune, ils ont aussi, comme dans leurs souvenirs, ce qui s'est passé avec le CPE, où quand même en 2006, ils ont fallu qu'ils retirent ce projet de loi parce qu'il y a eu une vraie contestation. Mais en 7 même fois temps, même. on sent bien que, alors derrière, le gouvernement, lui, évidemment, veut faire ses économies. Le patronat est en train de tester le rapport de force, voir s'il peut imposer des choses Mm. qu'il n'a pas pu placer avant.
D'ailleurs, Denis, tu pourras peut-être mieux nous en parler, hein. Tu parlais du CIP et tout ça. Et voilà, derrière toutes ces négociations curieuses de rupture co, de contrats courts qui coûtent cher, ça n'a pas un grand sens et on attend de voir un peu à quelle Alors, sauce ils vont essayer de nous manger. juste une petite précision, donc ANI, parce que tu parlais du ANI travail pour le jargon, donc un accord national interprofessionnel, donc c'est une autre façon de réformer le droit du travail sans passer forcément par une proposition de loi. Si je dis pas de bêtises, c'est à En peu près général, ça. ça se traduit par c'est un accord ou pas, enfin, quand il y a un accord et qui est censé ensuite être transposé dans la loi par une décision du Parlement amenée par le gouvernement. Oui. Mais juste sur ce système de cadre et rupture conventionnelle, de toute façon, il y a un récit qui est construit pour accuser son chien et l'abattre à cause de la rage. Ouais. C'est vraiment. euh, on n'avait pas entendu parler de cette histoire de rupture conventionnelle depuis 2014. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a regardé les chiffres et puis qui s'est dit, tiens, sur 36 milliards d'allocations chômage, il y en a 9 milliards, un quart, qui sont suite à des ruptures conventionnelles. Puis leur nombre augmente. Bah oui, forcément, on a facilité leur recours pour le patronat. Donc, au lieu de se dire, on va limiter l'usage des ruptures conventionnelles, notamment par le patronat, parce qu'il faut quand même que le patronat le signe, hein. On peut forcer un salarié à accepter une rupture conventionnelle, sinon il perd des droits au chômage, mais un employeur, personne ne peut le forcer à signer une rupture conventionnelle. Bon, et derrière ce truc-là, on te raconte un récit que non pas les employeurs abuseraient des ruptures conventionnelles, mais les salariés abuseraient des ruptures conventionnelles. En inventant que, par exemple, les allocations sont plus élevées. Bah oui, elles sont plus élevées après un CDI qu'après une succession de CDD au SMIC. C'est sûr. Si tu prends la moitié des chômeurs qui sont indemnisés après des contrats courts et qui ont eu en général les salaires proches du SMIC, forcément leurs allocations sont moins longues et moins élevées que des gens qui ont été en CDI avec des salaires un peu plus élevés, notamment s'ils sont cadres. Parce que si on le compare aux autres licenciements, en fait, c'est pas plus élevé. Et comme ça, on invente ce système-là, et il est inventé, par exemple, allez, on construit un récit, on vient dire que les gens restent plus longtemps au chômage. Bah oui, tu restes plus longtemps au chômage potentiellement indemnisé si tu as une indemnisation plus longue, parce que tu cherches un emploi qui correspond à ta qualification. Quand tu es un CDD et que tu as juste 6 mois d'allocation, tu es dans la survie. Tu prends le premier boulot qui vient. D'ailleurs, c'est le cas depuis les réformes d'assurance chômage de 2021, enfin 2019, mais appliquées en 2021. On a réduit l'indemnisation de ceux qui ont des CDD de façon très très forte. On a empêché que ce soit divisé par 4 par des recours, mais ça peut être divisé par 2 dans certains cas. Et on a des gens qui sont dans la survie, qui prennent le premier boulot venu. Mais du coup, ça a favorisé la précarité. Donc pour finir sur la rupture conventionnelle, encore une fois, ce n'est pas le droit du travail sur la façon dont les ruptures conventionnelles sont utilisées et, à notre avis, très abusivement par le patronat, c'est les salariés qui ont eu une rupture conventionnelle, subie ou demandée, qui se retrouveraient avec une baisse des droits à assurance chômage sous prétexte qu'ils se la coulent douce après la rupture conventionnelle. Et c'est toujours le vieux mythe qui a des siècles du chômeur feignant et qui ne résiste pas à la réalité. La réalité, c'est que les gens veulent travailler parce que de toute façon, tu vis de ton travail et qu'il y a que les rentiers qui ne sont pas au chômage, qui vivent de leurs dividendes. Le droit au chômage, ça devrait être un droit qui te permettrait de partir en formation, de pouvoir rebondir sur un autre travail et de pouvoir hausser le niveau de qualification. Et là, le fait de le réduire, ça augmente la précarité. C'est clairement, les seules études qui ont été faites ont montré ça. Alors, juste un truc, je demanderais juste à la régie d'augmenter un peu le son, voilà, sur les différents micros. Merci beaucoup. Vas-y, je t'en prie, Mali. Oui, tout d'un coup, je pense à quelque chose. Ils nous ont quand même sorti pendant cette négociation un truc quand même incroyable. C'est qu'on a eu une étude de France Travail sur les comportements abusifs. Comme on parlait de ce que disait Denis, le fait de construire un discours quand même, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc pour dire qu'il faut réduire les indemnités des chômeurs parce que ce sont des profiteurs, il faut bien trouver quelque chose. Et donc ils ont quand même allé faire des contrôles, alors surtout en Île-de-France, d'accord. Ils sont allés contrôler les gens qui avaient signé une rupture conventionnelle, qui étaient au chômage, voir si en gros, toujours pareil, hein, tu sais, tu as un contrat d'engagement normalement hein, quand tu es au chômage, est-ce qu'ils avaient vraiment une recherche active. Alors, ils ont trouvé qu'ils avaient des gens, ils les ont sanctionnés, hein.
qui n'avaient pas une recherche active. Donc la question qui a été posée de la CGT, c'est de dire: «OK, donc ça veut dire qu'ils bon, bah, ils fraudaient. Donc à la limite, vous êtes en train de me dire qu'il y a déjà un système de fraude. Si vous cherchez pas un travail, on le sait, après 1 ou 2 refus et que vous cherchez pas, on peut vous sucrer vos allocations chômage». Je le résume comme ça, mais c'est quand Mmh. même assez ça. Donc il y aurait fraude. Non, c'est autre chose et on leur a demandé: «Beh, c'est quoi la définition?» Et clairement, ils nous ont répondu, France Travail, hein, je n'ai pas de définition sur comportement abusif, mais on a estimé que certaines personnes ne se donnaient pas à fond, si tu veux, et donc ils ont mis des sanctions. Ce qui est quand même grave. Enfin, il faut voir quand même, on est à un niveau aujourd'hui de vouloir précariser les gens, de les pressurer, parce que comme ça a l'air, mais c'est quand même dur, ces négos, parce que ce que tu entends, quand tu sais que tu as la vie des gens derrière, c'est hallucinant. On découvre des trucs, ça te donne la chair de poule. Ce qui n'était pas le cas du coup avant, c'est-à-dire qu'avant la fusion des ACDIC et de Pôle Pôle emploi, emploi. enfin de la NPE, C'est plutôt le rôle des notre loi. conseillers n'était pas de fliquer forcément En- les gens, quoi. Normalement, bon, il y avait déjà des contrôles sur un certain nombre de choses, mais normalement, auparavant, tu avais une personne qui était chargée du placement avant à la NPE et une personne chargée de l'indemnisation. Il fallait quand même vérifier. Bon, évidemment, il y a toujours à vérifier s'il n'y a pas de fraude. Mais la fraude, c'est quoi? La fraude, c'est des gens qui font des fausses déclarations pour des allocations chômage. Hmm. La fraude, allez, essayons de deviner combien il y a de fraudeurs pour 1000 chômeurs. Au Deux. jeu de. Deux. Voilà, il y a 0,21% de fraude. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est la fraude qui a un problème à l'assurance chômage. Par contre, les comportements abusifs, Ouais. pourtant c'est la directrice de lutte contre la fraude et la directrice adjointe de France Travail qui nous présentait cette magnifique étude, il était incapable de nous expliquer ce que c'était que les comportements abusifs qui ne sont pas de la fraude. Et donc, ce sont des gens qui ont ouvert le droit au chômage et puis qui ont eu des manquements. Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi plein emploi. Nous, on l'appelle la loi pour le plein d'emploi précaire, mais la loi plein emploi qui a été votée fin 2023, qui prévoit de réformer le régime de sanctions. Auparavant, tu étais soit bon, dans la fraude, ok, on vire les 2 pour 1000 fraudeurs, euh, et, euh, et puis une loi de sanctions remobilisation, c'est comme ça que ça s'appelle. Sanctions remobilisation, c'est-à-dire pour que tu marches au droit, un petit coup de taser de temps en temps, tu vas mieux rechercher du boulot. Et donc en fait, on a mis un volant de personnes considérable, c'est-à-dire on est passé de 200 000 contrôles à 1 million pour, du coup, mieux pousser les gens à rechercher du boulot. Mais les gens cherchent du boulot, simplement, ils sont parfois découragés, et puis il n'y en a pas, il faut dire les choses clairement. Oui. Il y a presque 8 millions de personnes inscrites à France Travail, et on nous dit qu'il y a 400 000 emplois disponibles. Et même ça, en réalité, ces 400 000 emplois disponibles, c'est la photo du nombre d'annonces à un moment donné qui finissent par être pourvus. Il y en a que 5% qui ne sont pas pourvus. Donc en réalité, il y a 20 000 emplois qui ne sont pas pourvus et 8 millions de personnes qui cherchent. Et même ces 8 millions de personnes, elles ne sont pas forcément sans activité. Elles ont aussi Et des non, contrats courts, des la emplois majorité précaires. travaillent et puis font plein de choses pour essayer de trouver du boulot. Donc c'est la réalité. Et donc on vient te raconter qu'en fait, il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles, que les gens ne veulent pas les prendre. Que donc du coup il faut les sanctionner. Et à cause de ça, on a inventé des sanctions. Par exemple, tu as des sanctions, tu t'es pas rendu à un rendez-vous, mais tu pouvais pas, tu as envoyé un mail qu'ils n'ont pas vu, tu avais ton môme qui était malade ou autre, souvent des mères isolées par exemple, ou des tas de propositions de ce genre-là. Et ils ne sont pas capables de nous expliquer ce que sont les motifs de ces sanctions, qui n'ont peut-être rien à voir avec le fait que tu as signé une rupture conventionnelle ou pas. Tu es au chômage et puis tu n'as pas pu remplir ton soi-disant obligation. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que même si on imagine, ils nous disent, il y a 18% des gens qui étaient en rupture conventionnelle qui ont été sanctionnés. Donc ils abusent. Déjà, c'est un glissement totalement mensonger. Mais du coup, on va taper y compris sur les 82% d'autres qui n'ont pas été sanctionnés. On va baisser les droits de tous Tout le ceux qui ont monde, une ouais. rupture conventionnelle parce qu'on a trouvé 18% de gens qui auraient été sanctionnés, donc qui ont abusé. C'est un glissement intellectuel totalement dangereux et totalement faux. Et ça, c'est la vision de l'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. C'est les chômeurs sont des feignants, on va les remettre au boulot et on prend la fraude, les comportements abusifs et on met tout le monde dans le même lot.
Alors, pour l'avoir expérimenté en plus, en tant qu'ancien chômeur, comme à peu près tout le monde d'ailleurs, il y Ouais. a en plus un changement total de la relation avec les conseillers qui nous appellent, Mmh. parce qu'en fait, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est là pour nous orienter, nous aider, Mmh. ou est-ce qu'on est là au contraire pour s'assurer qu'on file tout droit et qu'on respecte bien, on coche bien les cases pour maintenir notre allocation. Donc, il y a un côté très humiliant aussi Et c'est très de ce compliqué côté-là. à vivre d'ailleurs, y compris pour les agents de France Travail, hein. Oui. Évidemment, on a un syndicat CGT qui nous Mm. raconte comment c'est vécu, parce que évidemment, tu étais dans la suspicion, tu sais pas si la plupart évidemment sont des gens qui veulent, qui sont dans le service public, qui veulent faire en Mmh. sorte que les gens aient accès à leurs droits et qui veulent Mm. les aider. Mais du coup, bah, ils voient bien cette suspicion des deux côtés du guichet qui Mmh. est très problématique. Bon, c'est vraiment une logique de coercition qui a été largement instituée par la loi plein emploi, écrite par l'actuel directeur général de France Mm. Travail, euh, arrivé dans les valises du macronisme. Mm. Mm. Alors, est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus avant qu'on passe à la question du déficit? Oui, oui, j'ai toujours des choses à rajouter, moi, c'est terrible. Oui, en plus, il y a quand même en plus, le fait d'attaquer comme ça les jeunes diplômés, ou les chômeurs, cadres ou pas cadres, enfin jeunes en tout cas, et qui quelque part ont fait des études en fait, hein, et donc ont pu, effectivement, en général, ils sont moins impactés par le chômage. Au début, tu as moins de chômage de cadres que d'employés. Mais c'est d'autant plus injuste parce qu'il y a un chiffre qu'on ne donne jamais, et d'ailleurs, il faudrait le demander, c'est difficile à chiffrer, à sourcer. J'avais déjà lu des chiffres là-dessus. C'est le nombre de jeunes diplômés qui, quand ils sont au chômage, sont obligés de prendre un boulot précaire, et le nombre d'années dans lequel ils restent dans le boulot précaire. Et quand on est jeune diplômé, qu'on a perdu son boulot d'ingénieur ou autre chose, ou cadre, ou ce que tu veux, parce que ça s'est mal passé, on ne peut pas parler d'un chômage de choisi et de complaisance, parce qu'on sait très bien que ça va être très compliqué de retrouver au niveau de ta qualif. Plus tu restes de temps au chômage, plus ton CV, il commence à y avoir des trous qui sont un petit peu gênants. Et on sait très bien que les employeurs regardent ça. Donc c'est très pénalisant. Ça n'existe pas, le chômage de confort, et encore, pour tout le monde, mais aussi pour les jeunes diplômés. Mm. Et après, tu prends un boulot précaire parce que maintenant, c'était déjà le cas avant, hein, bien sûr, si tu as besoin de manger. Mais là, avec ces nouvelles lois, tu es vraiment obligé. Tu restes dans ton boulot précaire parce que tu en as besoin. Tu n'as pas le temps d'aller chercher un travail. Déjà, dans ta région, est-ce qu'il y a encore un travail au niveau de ta qualif? Et donc, tu restes précaire. Tu restes, et finalement, Mm. voilà, le bénéfice entre guillemets de ton diplôme ne sera pas, va Et disparaître. à l'autre bout de la chaîne, tu parlais des jeunes, ça c'est tout à fait Oui. exact. Mais à l'autre bout de la chaîne, c'est Les seniors. Les du coup seniors. du côté des seniors. Mm. Et là, d'ailleurs, on a des études de l'APEC qui montrent que, alors évidemment, il y a moins de chômage pour Mhm. les ingénieurs techniciens, pardon, Mhm. dans les tranches d'âge Mhm. moyens. Mais à partir du moment où on dépasse 55 ans, c'est aussi, on Mhm. retrouve le même taux de chômage chez les ingénieurs cadres techniciens que chez les employés Mhm. ouvriers. Mhm. Parce que, évidemment, à 55 ans, t'es trop cher, c'est même pire pour les femmes que pour les hommes. Mhm. Voilà. Et en plus, les employeurs usent et abusent de ruptures conventionnelles justement autour de Mm. 59 ans. Alors ça va peut-être se décaler parce que avant les réformes des retraites et les réformes de l'assurance chômage, 59 ans plus 3 ans de chômage, t'arrivais à l'âge des Mhm. retraites. Là, ça va certainement être plus tard puisque il y a moins de droits au chômage, c'est plus court, c'est plus que 27 mois à cet âge-là, et l'âge de départ en retraite a été repoussé à cause de réformes dont on continue de réclamer l'abrogation. Donc, et bien sûr que et là, encore une fois, c'est des choix d'employeurs de sortir des ouvriers employés ou des ICTAM Mhm. bien avant l'âge Mm. de la retraite. Oui, en plus, ça fait un double discours un peu des gouvernements. D'un côté, on veut faire des négociations sur l'emploi des seniors quand on fait une réforme des retraites, parce que les pauvres seniors, et en fait, Mhm. derrière, on se rend compte que quand ils parlent des chômeurs oisifs, en fait, ils parlent spécifiquement de ces seniors et de ces jeunes Et qui des n'arrivent jeunes. pas à entrer sur le marché Dans du travail. la réforme des retraites, elle a eu en 2010 comme en 2023 un effet qui s'est tout de suite vu dans les chiffres du chômage. Bien évidemment, quand tu repousses l'âge, tu as ceux qui ont un emploi qui ne peuvent pas partir en Mm. retraite et qui partent plus tard. Mais tu as aussi ceux qui ne sont pas en emploi. Et donc, on a plus de 50% des plus de 60 ans qui ne sont pas en emploi. Et pour beaucoup, qui sont ni en emploi, ni indemnisés par l'assurance chômage, Mhm. et même pas pour certains avec les minima sociaux, qui se Mm. retrouvent nulle part, pas indemnisés. Et c'est un vrai problème. Alors, j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'une rupture conventionnelle validée mais en fin de contrat prévue en février pourrait être modifiée, donc les modalités de cette rupture des allocations chômage,
avec la réforme à venir. Il y a un tout petit délai. Il y en a qui peuvent passer avant le gong. C'est que déjà, il faut que l'accord, s'il y a un accord, soit pris, ou un décret, s'il n'y a pas d'accord, fin février. Et ensuite, en général, il faut au moins 3 mois de traduction dans les systèmes d'information de France Travail. Ce qui fait que si on signe en février, on passe avant le gong, et même jusqu'au mois d'avril, peut-être Mm. même un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a un effet très couperet. C'est si ça rentre en vigueur, par exemple, le 1er juillet, eh ben, il vaut mieux avoir signé sa rupture le 30 juin que le 2 juillet, hein, Mm. c'est sûr. Après, si ça peut rassurer, donc Olivier dans le chat, la date d'expiration des gouvernements en ce moment est extrêmement faible. Mais la date d'expiration du patronat est beaucoup plus longue. Oui, c'est vrai. Mais les mobilisations sociales aussi sont plus récurrentes. Donc, on part pas perdant sur cette histoire. Alors, justement, dans les arguments qui sont envoyés de part et d'autre, patronat et syndicats, il y a la question du déficit de l'assurance chômage qui nous est présenté comme quelque chose de structurel et indépassable. Alors déjà, est-ce qu'il y a véritablement un déficit de l'assurance chômage? Et si oui, quelles en sont les causes? Peut-être, Emmanuel, je te laisse commencer là-dessus. Comme tu veux. Oui, je pense que Denis sera beaucoup plus, précis et brillant que moi sur ce sujet. Vas-y. Voyons, je sais pas, mais en tout cas, ça fait quelques années que Bah je oui. commence à voir le sujet. Mais je vais commencer par une page de pub. C'est un film qui est pas forcément facile à voir. C'est un film qui s'appelle L'effet Bahamas de Hélène Crouzilla, qui est une réalisatrice qui a suivi des négos assurance chômage sur plusieurs années entre Ah 2016 et oui. 2020. Mmh. Et tout son sujet, c'était justement regarder comment il y avait le chantage à la dette Mmh. aux négos assurance chômage. D'ailleurs, avant Macron et après Macron, puisqu'il y a 2 périodes. Et avant, c'était le chantage du patronat, et ensuite, ça a été le chantage qui ne s'est jamais chassé. Et en plus, ça a été le chantage macroniste sur le chantage à la dette. Et dans l'effet Bahamas, le titre même vient d'un député macroniste qui avait dit à la radio, j'ai oublié son nom, mais il avait quand même dit ouais, mais ces chômeurs qui partent aux Bahamas avec les allocations chômage, quand tu sais que l'allocation moyenne elle est de 1040 euros, tu te Mmh. dis t'as pas beaucoup d'argent pour te payer des vacances aux Bahamas, hein, et que ça dure en moyenne 8 mois. Donc voilà, c'est évidemment ce cliché-là qui est dénoncé. Et puis c'est aussi, c'est pour ça que je parle du film, c'est qu'en fait elle a axé son film sur le chantage à la dette, et on voit des images d'archives où on voit à différentes périodes les représentants patronaux dire donc Yvon Gattaz, puis Pierre Gattaz, son fils, puis entre les deux Ernest-Antoine Seyer, dire non mais le déficit de l'assurance chômage est insupportable. Bon, en réalité, évidemment, il faut qu'une caisse soit bien gérée. Mais il y a des variations très rapides, beaucoup plus rapides que sur les retraites, parce que dès que l'emploi est un peu meilleur, ben, on a plus de gens qui cotisent et moins de gens au chômage. Par exemple, dans les années 2000, l'assurance chômage était excédentaire. Mmh. Et il était prévu par un accord, on n'avait même pas signé, nous, mais un accord qui avait prévu au moins une disposition correcte, qui était que les quelques milliards, les quelques dizaines de milliards qui étaient en excédent, on les met dans un fonds de réserve, Mmh. comme il y a eu un fonds de réserve sur les retraites, qui pourrait servir en cas de Mmh. déficit après des mauvaises années. Mmh. Et à la place de ça, donc ce fonds n'a jamais été mis en œuvre, à la place de ça, on a baissé les cotisations patronales. Mmh. Voilà, donc on a joué le chantage à la dette, on a joué le fait que bah, plutôt que de s'assurer contre les périodes creuses, on a fait des cadeaux au patronat, et le déficit est arrivé. Et puis le déficit est arrivé, alors avec un côté comme ça, avec des cycles, hein, un coup sur un excédent, un coup sur un déficit, mais sont arrivés par-dessus plusieurs des périodes de ralentissement économique, puis surtout il y a eu le Covid. Le Covid a fait que l'assurance chômage a dû indemniser des personnes qui se retrouvaient au chômage et qui n'avaient pas du tout, plus du tout la possibilité de travailler, hein. En mars 2020, interdiction de travailler. Et l'assurance chômage a financé un tiers de l'activité partielle. Mmh. L'activité partielle, si on se souvient, Mmh. c'était pour les entreprises privées. En gros, c'est l'État pour les 2 tiers et l'assurance chômage pour un Mmh. tiers Mmh. Le quoi qui qu'il a, en coûte, qui a hein. payé, voilà, quoi qu'il en Bien coûte, sûr, qui a payé les salaires bien sûr. pour les gens qui étaient en CDI ou en CDD d'assez longue durée. Tous les autres, on leur a un peu prolongé leur droit au chômage pendant quelques Mmh. mois, quelques semaines, sauf pour les intermittents du spectacle où ça a été une bataille, parce que eux, ils avaient encore Plus rien. l'interdiction de travailler encore plus longtemps. Donc, il y a eu une bataille qui a permis à ce que ça dure un peu plus. Mais du coup,
il y a eu 19 milliards de dettes Mhm. sur l'assurance chômage. Alors, quand tu étais en négociation en 2014 et on te dit 4 milliards, c'est trop, puis d'un seul coup, en mars, avril, mai, juin 2020, eh ben là, on sortait 5 milliards par mois. On avait des réunions en visio où, allez hop, ce coup-ci, on va sortir 5 milliards pour assurer vraiment l'activité partielle. Donc, du coup, le total, c'est qu'actuellement, il y a 58 milliards de dettes, c'est-à-dire plus d'un an et demi d'allocation chômage, donc 19 milliards dus au Covid. 10 milliards, c'est les gens qui se retrouvent à être au chômage après des jeunes, après des ruptures de contrats d'apprentissage, parce que là aussi, il y a un effet d'aubaine pour le patronat. On embauche des jeunes pendant le contrat d'apprenti, puis en fait, ils se retrouvent au chômage après, ils n'ont pas été embauchés. Donc ça, c'est plutôt 10 milliards. Donc il y a déjà la moitié des 58 milliards qui sont dus à des décisions du gouvernement qui n'a pas pris à sa charge Mhm. dans les comptes publics. Enfin, de toute façon, c'est quand même nous qui payons avec nos impôts, mais enfin, qui aurait dû loger dans les comptes publics une partie de cette dette. Et puis l'autre dette, quand on est dans des périodes d'amélioration économique, il y a des excédents à l'assurance chômage, excédents annuels, et dans ces cas-là, ça sert à rembourser la dette. Mais là, le hold-up du gouvernement, ça a été de dire, alors ok, il y a des excédents, on va en prendre la moitié pour financer Mhm. France Travail et Mhm. France Compétences qui s'occupent du droit à la formation. Sauf qu'en réalité, ils n'ont pas capté la moitié, ils ont tout capté. Mhm. Ils ont pris tous les excédents de l'assurance chômage. Donc tu ne peux pas rembourser ta dette quand on te prend Mhm. les sommes qui servent et qui ont été obtenues en baissant les droits des chômeurs au passage. Hein. C'est presque à se demander s'ils n'ont pas organisé exprès le déficit. Déjà, ils ont calculé de façon extrêmement optimiste le fait que grâce à Macron, ce serait le plein emploi, soi-disant, en 2027. Bon, Mhm. bah, raté, parce que le chômage, il n'arrête pas de remonter en ce moment, Mhm. pour plein de raisons, hein, internationales et autres. Mais en tout cas, c'est les travailleurs précaires qui le subissent. Et donc, on a un problème de dette. Bon, après, le problème de la dette de l'UNEDIC, c'est comme la dette de l'État. C'est un sujet, mais ça sert quand même largement à faire ce chantage à la baisse, comme la baisse des comptes publics servent à casser les services publics, Mhm. la baisse, la dette de l'UNEDIC sert d'instrument de chantage pour baisser les droits des chômeurs. Mhm. Parce que sinon, il y a un autre levier, hein, c'est augmenter les cotisations patronales. Mhm. Augmenter les cotisations patronales, on peut encore le faire. Hein. La part dite patronale des cotisations, qui est générée par notre travail, dans tous les cas, c'est possible de l'augmenter. Par Mhm. exemple, une des propositions qu'on fait, c'est de doubler le plafond de cotisation. Alors ça, c'est un peu technique, mais jusqu'à présent, il faut savoir que les cotisations, elles sont payées que jusqu'à 16 000 euros par mois, pour un salaire de 16 000 euros par mois. En fait, à la retraite, c'est le double, par exemple. Les salaires cotisent jusqu'à 32 000 euros par mois. Et si on mettait en cotisation les salaires sur la tranche entre 16 000 et 32 000 euros, eh ben on ferait rentrer quelque chose de l'ordre de 7 à 800 millions d'euros par an Mhm. de recettes, sans baisser les droits des chômeurs. On va dire oui, mais c'est des charges, c'est ce que disent les employeurs. Mais non, c'est des cotisations supplémentaires sur les 130 000 plus hauts salaires de France. Mhm. C'est même pas les ICTAM dans leur majorité, c'est les dirigeants des grandes entreprises. Même les petits patrons, ils ne se payent pas 16 000 euros. Et donc, c'est des emplois non délocalisables. C'est 130 000 personnes qui ne vont pas les se délocaliser eux-mêmes et qui se verseront un petit peu moins de stock options ou de dividendes, mais qui paieront des cotisations à l'assurance chômage. Mhm. Alors, on parlait tout à l'heure de la fusion Pôle emploi, ACDIC, Acédique. etc. Ça aussi, pour moi, Pôle emploi, c'était un service public avant, qui était financé par le Ouais. budget de l'État. Désormais, tu disais, il y a une part qui est assurée, voire la totalité qui est assurée par l'UNEDIC. Alors, au départ, quand il y a eu la fusion Pôle emploi, puisque c'était pour moitié l'ex-ANPE et les ex-ACDIC, il était prévu qu'il y ait 50-50, que l'État finance la partie placement et que on finance le fonctionnement du versement des allocations par ce biais-là. En Hmm. fait, dès le début, ça a été placé, il aurait fallu fonctionner 7% des allocations chômage pour faire fonctionner que ça fasse ce point-là. Dès le début, Sarkozy, il a mis 10%. Donc déjà, on a pris sur les allocations chômage pour financer une part qui relevait du service public. Et puis, sous Macron, c'est passé à 11, puis à 12%. Mhm. Puis on a rajouté des ponctions supplémentaires provisoires, mais qui durent depuis 3 ans. Donc on est passé en fait à 14%. 14% de ce qui est collecté pour financer les allocations chômage,
servent à financer France Travail. Donc c'est ça en moins pour les allocations chômage, forcément. Il devrait y avoir la moitié des 14 points, il devrait y en avoir 4-7%. Et en plus, ça a fait que l'État, dans le même temps, pour France Travail, ou Pôle emploi, ou devenu France Travail, il a baissé sa dotation. C'est-à-dire que on a pompé sur les allocations chômage pour baisser la part de financement de l'État. Ce qui fait qu'on est rendu à un niveau où l'UNEDIC finance 82% de France Travail et plus du tout 50%. Voilà. Et l'État a encore prévu dans le dernier PLFSS de baisser sa dotation à France Travail, ce qui pourrait se traduire par une suppression de 500 postes ou Et oui, 550 parce que du coup, à France Travail. les finances de France Travail aussi se retrouvent affectées et sa capacité à réaliser Exactement. ses missions. Est-ce que tu voulais compléter, Emmanuel? Bah, c'est ce que je voulais, là où je voudrais compléter effectivement, c'est sur cette histoire de ce que je disais aussi tout à l'heure, sur que le fait d'avoir, supprimé les cotisations salariales remplacées par une CSG, fait que, cette partie, en impôts que récupère l'État, après tu sais pas où ça part, hein. C'est-à-dire que c'est l'État qui choisit, bah, soit je vais compenser, ce manque de cotisations salariales à 100, mais si j'ai pas envie, c'est un impôt. On n'est plus sur une gestion de cotisation. Donc effectivement, ils n'ont jamais compensé, enfin depuis 2023, je crois qu'il y a 26 milliards en fait, il manque qui n'ont pas été compensés. Et aussi sur l'ensemble des cotisations. Mais sur l'assurance chômage, il y en a une partie qui n'est pas compensée. Et aussi parce qu'effectivement, on a eu un déficit à peu près de 5% de mémoire en 2023-24. Et effectivement, le gouvernement, lui, pensait qu'il allait être à 3%. Donc en fait, ils ont été aussi très, très légers sur la façon de gérer tout ça. Et donc ça continuait de creuser le fameux déficit, ou en tout cas d'alarmer les gens. Mais je voulais juste aussi un détail quand même qui me choque beaucoup, c'est que toutes les autres lois, en général, négociations sur le chômage, on partait toujours de l'idée que il faut créer de l'emploi et c'est pour loi plein emploi. On parlait de l'emploi. Là, ils ne nous en parlent pas du tout. C'est clairement un choix d'économie. On va faire une économie sur les chômeurs et on ne dit pas du tout si ça va, aider à non, non, pas du tout, on ne parle pas, déjà, en général, toutes les conventions chômage et les lois qu'ils ont mis en place n'ont jamais produit, de l'emploi. Mmh. Mais là, c'est même pas amené. Je veux dire, ils font même pas semblant et Ils n'ont même pas évalué les effets de la non précédente et réforme, Alors, il y a quelques c'est mois. pas 2021, il y a eu une petite évaluation 2021, mais l'autre qui est a encore en montré que cours justement, jusque 2028. en baissant les droits Mmh. d'assurance chômage, Mmh. notamment des précaires, bah, ça les a poussés, forcément, quand Mmh. on te coupe les vivres, tu prends les petits boulots que tu trouves, et Mmh. donc ça a permis aux employeurs de proposer des emplois de plus en plus courts. Il y a eu deux Mmh. paliers. Il y a eu le recours dans les années 90 au CDD qui a augmenté, et puis maintenant c'est la fragmentation des CDD. On est passé de 12 à 8 jours pour la durée moyenne des contrats. La mission d'intérim, c'est 3 jours, Non, c'est et c'est vraiment un Mmh. effet de précarité. Bon, Et ce qu'il y a qui est pas vraiment nouveau, mais par contre qui est complètement décomplexé, c'est cette attaque vraiment sur la politique sociale, mais vraiment, là, pour le coup, de la France, comme si on allait changer de système, en fait. Et quand on sait qu'on a une extrême droite qui est à la porte du gouvernement ou de prendre le pouvoir, c'est hyper inquiétant. Parce que là, c'est décomplexé, hein. Voilà, le fameux coussin social qui permettait dans les crises de faire que les gens ne tombent pas complètement dans la pauvreté et l'exclusion, c'est terminé, on n'en parle même plus. On dit, bah voilà, il y a des abus, il y a avec un discours hyper culpabilisant. Enfin, on change quand même c'est plus agressif et décomplexé. Et puis surtout, il y a des raisonnements qui sont complètement absurdes, mais qui finissent toujours par qu'on écrit après avoir déjà écrit la conclusion, qui est il faut baisser les droits des chômeurs. On nous a expliqué en 2019, appliqué en 2021 après le Covid, que que le nouveau calcul des droits ne changeait rien à la durée totale. Bon, je ne vais pas dans la technique, mais que la durée totale ne serait pas touchée. Pof, 2023, eh ben on baisse de 25% la durée totale. Donc c'est exact. Et toujours pour expliquer que c'est contracyclique, c'est parce que le chômage a baissé, donc il faut baisser les droits, mais que si le chômage remonte, on remontera les droits. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le chômage remonte et il faut baisser les droits parce qu'il faut faire des économies. Ouais, Donc, en fait, il faut toujours... On te fait des raisonnements par l'absurde dans tous les sens, on te dit exactement le contraire d'une année sur l'autre, mais la conclusion est toujours la même, il faut baisser les droits des chômeurs pour leur bien. Bon, globalement, à l'époque, on n'était pas tombé dans le panneau, hein. C'était un peu gros, on avait vu, je pense. Ouais, mais maintenant, il faut arriver Alors, on a réussi à empêcher 2 fois des réformes encore pires. En juillet 2024, la première chose que Gabriel Attal a annoncé après avoir reconnu sa défaite
après la dissolution et les législatives 2024, c'était on met sur pause le prochain décret assurance chômage qui allait C'est faire vrai, 4 milliards Hmm. d'économies. Bayrou est revenu cet c'est été. vrai. Et Bayrou est tombé à cause des mobilisations de la rentrée, euh, des 2 jours fériés, de l'assurance chômage. Donc, du coup, là, ils l'ont remis sur pause. Et puis, au lieu de faire 4 milliards, on est passé à 400 millions d'économies, voire un peu plus si vous ne mettez pas d'accord. Donc, il y a toujours une espèce de menace sur l'assurance chômage. Hmm. Moi, j'ai négocié des conventions d'assurance chômage depuis 2014. Tu avais un coup de bourre tous les 3 ans. Là, c'est permanent. Tous les 6 mois, tous les 1 an, on revient à la charge pour taquer les chômeurs. Mais je pense qu'on est arrivé à un... Pendant longtemps, ça passait dans l'opinion parce que bon, c'est feignant de chômeurs, ça passait. Mais là, on est arrivé à un niveau où ça commence à toucher tellement de monde que, que c'est trop gros. Et Hmm. juste un petit chiffre, hein, il y a un moment, il y a eu une fuite de données, ce qui est par ailleurs très grave, une fuite de données à France Travail il y a 2-3 ans, euh, qui a fait partir dans la nature les données de 43 millions de personnes. C'est-à-dire 43 millions de personnes, c'est tous les gens qui ont été inscrits au moins une fois au chômage entre 2008 et 2023. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'on est C'est à tout peu le près monde. le nombre d'actifs par Oui, ailleurs. c'est ça. Voilà. Ça veut dire que, bon, comme évidemment c'était sur plusieurs années, mais Mm. c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui ne sont pas retrouvés à un moment ou un autre au chômage dans leur vie active. Hmm. Et alors, on le rappelle toujours dans cette émission, mais le meilleur moyen d'empêcher des réformes comme celle-ci de se produire, c'est évidemment de se syndiquer, de s'organiser avec ses collègues, de se faire entendre, parce que on se rend compte que ces derniers mois, années, effectivement, c'est ça qui fait reculer les gouvernements. Alors peut-être un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, ça fait déjà 55 minutes à peu près qu'on est ensemble ce soir. En regardant un peu la presse et les négociations, donc autour de cette assurance chômage, effectivement, il y a une espèce de surenchère du patronat qui voilà, veut aller toujours plus loin dans le démantèlement de notre modèle social, surenchère inquiétante. Et un des trucs qui est ressorti, c'est la question des contrats jeunes, un peu comme le CPE. Alors, est-ce que tu peux nous aider un peu à voir plus clair là-dedans, Je peux Emmanuel? me permettre une petite incise avance pour finir sur Oui. l'assurance chômage avant de faire ce lien qui est directement connecté. C'est les mobilisations sur tu as absolument raison sur le fait qu'il faut s'organiser, il faut se syndiquer, mais on nous dit ouais, sur l'assurance chômage, on va de défaite en défaite. Alors, ce qui est vrai, c'est que il y a eu des baisses de droits importantes qu'on n'a pas réussi à empêcher. Mais on a quand même réussi à empêcher, comme on le disait juste avant, 2 fois les pires réformes, celles qui auraient été les plus meurtrières en termes de baisse des droits. Et puis, des mobilisations, ça a été faisable. Il y a différentes catégories qui ont réussi à s'organiser. Les artistes et techniciens intermittents du spectacle, dont le régime est régulièrement attaqué. J'ai été responsable de la CGT Spectacle, mais on a même réussi à regagner des droits en 2016 après en avoir perdu en 2003. Mais ce n'est pas les seuls. Les travailleurs des remontées mécaniques, les saisonniers, se sont bien organisés et ben, du coup, ça s'est traduit par Mm. une baisse du seuil qui était remonté à 6 mois. Il est passé à 5 mois depuis le 1er avril. C'est pas suffisant, mais ça a été gagné par la mobilisation des travailleurs des remontées mécaniques. Les dockers et marins ont un régime calculé plutôt proche du régime général, mais n'ont pas subi la baisse de 25% des droits, parce que sinon ils avaient dit si vous faites ça, nous on bloque les ports. Mm. Ok. Les dom-tom, il y a eu tellement de mouvements sociaux en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, qu'on n'a pas touché au dom-tom, où il y a un taux de pauvreté très important, et donc c'est un élément. Et puis il y a encore une autre catégorie, je vais finir, il y en a 2 même encore, il y a les assistantes maternelles qui se sont mobilisées en Mhm. 2019. Mhm. C'est pas évident, parce que c'est des Mhm. Tout à personnes fait. très isolées et autres. Sauf qu'on les a prévenus qu'il y avait un risque de baisse d'un mode de calcul qui les concerne particulièrement, je ne fais pas dans la technique, elles ont réussi à se mobiliser et à faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Et là, pour l'instant, on n'y touche pas. Et enfin, il y a un mode d'indemnisation qui s'appelle le contrat de sécurisation professionnelle, Mhm. qui est un mode d'indemnisation qui est prévu pour les salariés licenciés dans le cadre de plans sociaux, donc plan de licenciement, Économique. dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Mhm. Et eux, ils ont droit à une indemnisation, au lieu d'avoir autour de 60% de ton indemnisation, ils ont 95% de leur salaire pendant un an et un Mhm. meilleur accès à la formation. Mhm. Et ça, c'est des contrats qui ont été gagnés suite au grand plan de licenciement qu'il y a eu dans la sidérurgie et le textile. Donc en fait, c'est possible de se battre sur l'assurance chômage. C'est sûr que c'est pas facile pour un chômeur isolé, mais en fait, c'est possible si on est de plus en plus nombreux à s'organiser dans ce domaine-là. On peut gagner, et je ne parle pas des mouvements des chômeurs des années 90-2000 Mm. qui avaient obtenu beaucoup de choses. Et puis
petit point de détail d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le cadre de ces négociations, il y a une unité totale de l'intersyndicale sur, le diagnostic de d'où vient le déficit, et puis sur le fait qu'ils ne veulent pas d'économies supplémentaires sur l'assurance chômage. J'espère que l'unité continuera jusqu'au bout. Exactement. Et ben du coup, ouais, peut-être pour revenir sur la question, parce qu'on n'est Ouais. pas très loin, parce que je pense que ça va amener deux, trois mobilisations, justement sur ce qui se disait ce week-end sur la question des contrats jeunes. Je dis ça parce que je pense que les gens qui nous regardent dans le chat, ils ont tous vu passer ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que propose le patronat aujourd'hui concrètement? Ah bah, déjà, j'ai envie de dire, moi, quand j'ai entendu ça, s'ils proposent le CDI jeune, mais enfin, mais qu'ils essayent, en fait. Mm. Chiche! Parce que, quand même en 2006, c'est l'équivalent du contrat CPE, hein, qui était déjà, l'idée de faire un CDI, jeune qui était, sous-dévalorisé par rapport Contrat au première CDE, un embauche. contrat première embauche, C'est une avec, période d'essai en une fait période très longue. d'essai. Donc, pendant 2 ans, tu pouvais, être licencié parce que la période d'essai était prolongée, et ça a donné une mobilisation énorme, de toute la jeunesse, du monde du Mm. travail aussi, qui a fait reculer le CPE. Il a fallu il n'a jamais pu être installé, ils l'ont retiré. Donc moi je dis, bah, banco, allez-y, parce que je pense que, et d'ailleurs j'espère que les travailleurs cette fois-ci aussi vont réagir, parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on regarde qu'à peu près 43 millions de données qui ont été volées de France Travail, donc de gens qui sont passés par une période de chômage à un moment ou à un autre, c'est Mm. énorme. Ça veut dire qu'en fait, le chômage aujourd'hui, ça concerne tout le monde, même si on n'y est pas. Ben, malheureusement, d'ailleurs, hein, ça aussi, c'est le genre de données qu'on n'a pas. Combien de personnes a connu une période de chômage dans sa vie? Je pense qu'on serait assez surpris. Donc, il ne faut pas laisser tomber le sujet en se disant ça ne nous concerne pas, et puis c'est des jeunes, et c'est pas, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc Mm. moi, je dis, bah oui, chiche, hein, qu'ils le mettent en place, on verra. Alors, là, on a la conjonction de euh, plusieurs phénomènes. Normalement, on devait négocier, c'était un engagement pris l'année dernière, de voir quel était d'encadrer le recours au CDD, au contrat à durée déterminée, parce que bah, du coup, c'est un gros volant de gens qui se retrouvent au chômage. Mm. Donc ça, le patronat avait lâché ça en disant on va négocier là-dessus. Et puis, donc, le gouvernement a dit ok, pas 4 milliards, mais faites-nous quand même 400 millions d'euros sur les droits après rupture conventionnelle. Et le patronat est venu en disant on va tout renégocier. Là, le patronat, le MEDEF en particulier, a une visée pour en gros tout bordéliser, mettre la pression sur le gouvernement. Par ailleurs, il a des comptes à régler parce que, soi-disant, il lâche trop à la gauche. Enfin, en gros, c'était tellement des enfants gâtés qu'ils se roulent par terre si on leur retire quelques petits avantages sur les 211 milliards d'aides publiques par an, par exemple, qu'on leur donne, euh, sans contrepartie. Mais on a plusieurs choses. Donc, bah, il y a des négos pour baisser les droits après une rupture conventionnelle. Il y a des négos sur normalement encadrer le contrat à durée déterminée. Et le MEDEF vient de sortir des propositions donc, qui sont de 3 ordres. Un CDI jeune, donc avec une période d'essai de 3 ans. C'était 2 ans pour le contrat première embauche, mais c'est 3 ans maintenant où tu pourrais être viré du jour au lendemain. Là, tu reviens pas la semaine prochaine. Hop, vas-y, trouve le moyen de te loger et d'avoir une agence immobilière qui va croire que tu as un CDI. Ben non. Un SMIC jeune à 80% du SMIC, alors que le SMIC est déjà pas assez élevé, et que ce soit pour les jeunes ou pour tous ceux qui y sont. Et un CDD, encore une facilitation du recours au CDD. Et donc là, ça fait la jonction avec les négos en cours. Hmm. C'est que du coup, en gros, plutôt que d'affronter leurs responsabilités et en disant bah, il y a beaucoup trop de gens qui sont à la précarité à cause de la gestion patronale et autres, on vient de nous dire ah ben si on nous permet de moins payer les gens, de les embaucher encore de façon plus précaire, on va résoudre le chômage des jeunes. C'est de la tartufferie, c'est complètement hypocrite, c'est complètement faux. C'est ce qui crée les emplois, c'est certainement pas ça. C'est une autre politique industrielle, c'est un investissement dans la transition écologique, dans les services publics. Et là, on pourra créer les emplois, que ce soit Mm. pour les jeunes ou les moins jeunes, et certainement pas encore en cassant le code du travail, qui serait tout bénéf pour le patronat et qui, pour le MEDEF en particulier, leur permettrait encore d'accroître leurs profits qui sont en explosion depuis des années. Quand on voit
les explosions de dividendes et l'explosion des ultra-riches. Mmh. Tu as 56 milliardaires qui possèdent autant qu'un tiers de la France, quoi. Et d'ailleurs, la CGT a sorti récemment un dossier avec les plus de 600, je crois, plans de licenciement qui ont lieu dans toute la France et notamment dans le secteur industriel. Eh bien, ça sera le mot de... Alors, c'est pas très positif comme mot de la fin. Oui, mais Comme d'habitude, à chaque fin d'émission, je vous invite à vous syndiquer parce que tout ça, toutes ces attaques, etc., on a quand même vu, on a fait une émission précédente sur le budget de l'État et de la sécurité sociale. On a quand même obtenu, par la mobilisation exceptionnelle à la rentrée dernière, un certain nombre de reculs du gouvernement sur ces deux budgets-là. Donc, évidemment que le rapport de force nous permettra à la fin de gagner et de non seulement préserver nos droits, mais d'en obtenir des nouveaux. Et si vous avez apprécié cette émission, sachez qu'elle n'a aucune subvention, elle ne fait pas de publicité. Il y a un moyen de nous soutenir financièrement, et bien c'est de vous syndiquer. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. bonne soirée.